Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire autour du vaste sujet du Drive to Store. Donc, on vous remercie d'être très nombreux présents pour ce webinaire. Donc, la question auquel on va essayer de répondre et s'atteler à répondre, ça va être quelle est la stratégie pour une enseigne pour mener des actions Drive to Store. Avec moi, j'ai une très belle équipe et j'ai la chance d'être accompagné de Edmond, Dorothée et Olivier que je vais laisser se présenter. On a respecté la parité, on est moitié homme, moitié femme. On va laisser la main d'abord aux femmes. Edmond, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous et merci également d'être présents. Alors, Squadata, c'est une puissante technologie qui permet de reconnaître les visiteurs sur le web grâce à plus de 58 millions d'opt-in partners, c'est-à-dire d'emails hachés ou inconnus pour vous. Dorothée, peut-être tu veux prendre la main. Volontiers. Merci également à tout le monde. Donc moi, je suis CEO d'Evermaps. Evermaps, notre mission, c'est d'aider les réseaux de points de vente, comme Franck Provost, Foncia, Société Générale, à piloter et améliorer leur visibilité sur le web, donc sur leur propre site, mais aussi sur Google, Facebook, Apple, etc. Partout où les gens cherchent des points de vente. Donc c'est une plateforme SaaS, c'est du service. Super, merci beaucoup. Olivier, peut-être? Bonjour à tous, c'est Olivier Haas du groupe Effinity, cofondateur de Effi Local. Nous sommes une société qui est spécialisée sur le local. Donc on fait le référencement, on fait les audits, les analyses et aussi on fait du ads. Et on a lancé dernièrement une plateforme pour les enseignes. Avec ce charmant accent du Sud. Et pour ma part, moi je suis Cédric Lalonde, je suis cofondateur de la société Bros & Go, qui est donc une start-up qui a pour objectif de mesurer l'impact de la publicité digitale sur les ventes en magasin et donc d'accompagner les retailers et les marques dans la mise en place de promotions et de mesurer ce que ça génère réellement en termes de vente. Alors, au niveau du sommaire, donc on va parler en fait de l'organisation qu'il faut prévoir dans une enseigne pour travailler. Quelle est vraiment l'organisation idéale pour travailler le Drive to Store? Quelles sont les différentes étapes clés à respecter ou les étapes à ne pas franchir trop vite? Et quels sont les différents acteurs du marché? Parce que finalement, ce marché, il est très vaste, c'est très large et on a du mal parfois à identifier tous ces acteurs ou en tout cas à les mettre dans certaines catégories si c'est possible de le faire. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut mesurer des KPI? Est-ce qu'il y en a? Lesquels il faut regarder? Comment ça se passe de ce côté-là? Et ensuite, on vous proposera quelques cas clients, des exemples de success Drive to Store qui ont été mis en place. Et on terminera par une petite conclusion et vos questions. N'hésitez pas, encore une fois, il y a le chat en haut à droite de l'écran sur lequel vous pouvez directement poser vos questions. On tâchera d'y répondre soit durant la présentation, soit en toute fin. Voilà, et on sera ravis que ça soit interactif, donc n'hésitez surtout pas. Alors, déjà, l'introduction, c'est avoir une stratégie Drive to Store. Effectivement, quel est l'intérêt finalement d'avoir une stratégie Drive to Store? Est-ce que c'est un intérêt? Alors aujourd'hui, on constate que 90% des ventes sont encore générées en magasin et seulement 10% sur l'e-commerce. Alors certes, on parle régulièrement des progressions du e-commerce, mais on oublie de dire que la part du gâteau, elle est quand même la plus importante sur la partie magasin. Aujourd'hui, les enseignes ont des réseaux de magasins très importants et il faut pouvoir alimenter ces réseaux de magasins par des consommateurs. Et comment on touche les consommateurs? Finalement, c'est sur le web aussi. Sur la partie magasin, vous le faites très bien depuis des années, mais sur le web, on voit aujourd'hui que 60% des gens qui achètent en magasin préparent leurs achats sur Internet. Alors, il y a les exemples de Drive, de Click and Collect, mais aussi même simplement de recherche de produits et de consultations comparatives, etc. Et on voit tous ces phénomènes qui interviennent dans l'acte d'achat. Et donc, il faut être présent aussi bien sur la partie print ou médias classiques traditionnels que sur la partie web pour préparer cet acte d'achat. Alors, moi, ce que je me pose comme question, et je vais peut-être la tourner directement sur Edmond, comment doit s'organiser une enseigne aujourd'hui pour travailler le Drive to Store? Eh bien, comme tu l'as dit, on a beaucoup de ventes en fait dans les magasins physiques. Ça représente aujourd'hui 90% du marché. Donc, il faut fédérer l'ensemble des équipes, tant dans le local auprès du magasin concerné ou des boutiques concernées, mais aussi avec les équipes digitales. Ce sont des métiers totalement différents qu'il faut réunir et à qui il faut proposer le même objectif. Dorothée? Oui, effectivement, on souhaitait insister un petit peu sur le rôle du coup du local, du magasin
très souvent, voilà, on vient tous du digital et parfois on voit des dispositifs où on oublie de se poser la question de comment on implique les directions de magasins, les directions régionales, etc. Or, c'est vraiment des facteurs clés de succès dans toute stratégie Drive to Store. Je vous donne un exemple très très concret. Nous, on a pas mal de nos clients qui utilisent notre plateforme pour répondre aux avis locaux, qui laissent parfois cette mission-là aux directeurs de magasins. Eh bien, le meilleur moyen pour que les directeurs de magasins se plient à l'exercice, c'est tout simplement de leur expliquer et de leur transmettre les statistiques de consultation sur les différents canaux. Parce que finalement, 3 avis négatifs, quand on leur explique que ces 3 petits avis négatifs sont vus 10 000 fois par mois, bah forcément, il y a un impact qui est un petit peu différent. Donc, bref, la reco, c'est vraiment se poser à chaque fois la question de comment j'inclus le local dans mon dispositif pour que ça devienne vraiment un facteur clé de succès. Donc finalement, c'est pas une seule personne, alors c'est effectivement une task force avec des gens du digital, des gens du réseau, des gens de l'acquisition, toutes les parties prenantes des différentes structures de l'enseigne. Ok, parfait, merci beaucoup pour cet éclairage. Maintenant, alors on voit que ce marché du Drive to Store est extrêmement large. On parle de différents sujets. Tout le monde est dans l'action du Drive to Store. Toutes les startups ou entreprises connues sont dans le sujet du Drive to Store et on a du mal parfois à les classer ou à les comprendre et savoir jusqu'où elles interviennent, à quel moment on doit passer par telle société ou telle autre société. Est-ce que, Edmond, tu peux peut-être nous éclairer sur justement ce livrable qu'on a construit avec le CPA qui a pour but justement de classer un peu ces sociétés? Alors, comme tu l'as dit, on a construit ce livrable qui vous sera remis en fait à la fin de ce webinaire. Mais pour vous expliquer simplement, donc on est sur la partie supérieure et on part de la gauche vers la droite. Alors, on les a classés par ordre, entre guillemets, de la priorité ou de l'utilisation naturelle que nous en faisons tous. Donc, on a d'abord la cartographie et la géolocalisation, parce que quand on parle de Drive to Store, c'est les premiers points qui nous viennent. Donc, c'est des acteurs omniprésents, évidemment, et c'est le premier réflexe. Et il faut évidemment les inclure dans sa stratégie. La notoriété locale, donc là aussi vous avez quelques acteurs, eux en fait, malgré le caractère du cloud et du côté international, eux ils vont vous aider à capter le caractère local de vos visiteurs. Ils ont chacun des partenariats à vous proposer pour chacune des régions ou des boutiques que vous avez. Les ads médias, alors ça on les connaît tous, hein, ils sont indispensables, ils informent, ils vous permettent d'évangéliser et aussi de créer une grosse notoriété sur votre marque et ils vous aident à réaliser et cibler des campagnes également efficaces sur le côté ads médias. Les espaces de diffusion, donc eux vous permettent en fait d'acquérir du trafic sur des sites à fort volume et donc vous pouvez également acquérir une segmentation sur une audience locale. Les technologies de diffusion, c'est la face cachée du Drive to Store, un peu comme Squadata, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer énormément de données en même temps et on va les segmenter pour vous, on va capitaliser sur de la data pour vous les remettre indirectement au travers des campagnes qui sont faites avec ces espaces d'affiliation. Donc, ils vous permettent en fait tout simplement le right people, le right place et le right performance. Mais tout ça, ça ne se voit pas à l'écran, hein, c'est que de la technologie. Et enfin, on a les solutions, pardon, je tourne la tête pour être sûr de moi, les solutions de promotion. Donc, elles expliquent bien, elles créent des opérations, évidemment, soit régulières, soit exceptionnelles, sur le online et sur l'offline. Elles ont cette belle capacité. Aujourd'hui, elles créent également de l'extension d'audience. Et ensuite, on a un socle indispensable également pour mesurer, monitorer et bien sûr aider votre internaute pour aller jusqu'au bout grâce à des moyens de paiement. Mais tout ça, tu vas nous l'expliquer, Cédric, je crois. Oui, très rapidement, mais tu l'as commencé à en parler effectivement sur la partie moyens de paiement. Aujourd'hui, si on active des moyens digitaux, par exemple, pour faire du drive to store, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où le consommateur a un moyen de paiement qui n'est pas accepté en caisse et une frustration et peut-être même une vente qui peut échouer à cause de ce type de moyens de paiement non acceptés. Donc, il est évident que pour un magasin, il faut accepter un maximum de moyens de paiement et notamment tout ce qui est prépayé, carte cadeau, multi-enseigne, mono-enseigne, moyens de paiement mobile également, tous ces nouveaux moyens de paiement qui sont aussi en train d'arriver sur le marché. C'est pareil, à partir du moment où on met en place des opérations Drive to Store,
il est important aussi que ça rejoigne votre programme de fidélité. Donc, dès qu'on peut, on encarte son consommateur et comme ça, on collecte de la data, on collecte de la donnée que l'on va pouvoir réactiver et personnaliser son message avec une communication one-to-one en fonction du profil, de son historique d'achat, etc. Donc, toute cette collecte de données est aussi primordiale pour pas avoir besoin toujours d'aller rechercher de nouveaux clients. Et puis tout ça, c'est toutes ces opérations de fidélisation ou d'acquisition. Il est important, encore une fois, de mesurer, de traquer l'impact et ce que ça génère, aussi pour mesurer son ROI et pouvoir mieux arbitrer ses budgets médias. Donc, il y a aussi des sociétés qui sont sur ce marché-là et qui vous accompagnent dans tout ce qui est partie tracking et mesure au quotidien. Ok, donc là, on a une panoplie des acteurs. On espère on en a certainement oublié, on espère ne pas en avoir oublié trop. Et d'ailleurs, si certains participants à ce webinaire souhaitent se manifester pour qu'on les rajoute, de toute façon, c'est un premier livrable. On va les faire évoluer progressivement en fonction des nouveaux acteurs du marché. Et donc, on pourra tout à fait intégrer de nouveaux participants. Donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez également vous manifester pour soit vous assurer d'être bien présent, parce qu'on ne le voit pas forcément très bien sur cette slide, mais on vous le remettra par la suite, soit pour en tout cas demander à être ajouté si c'est un oubli de notre part. Alors peut-être quelques use cases pour se rendre compte d'une stratégie Drive to Store bien menée. Olivier, Dorothée, pardon, tu as un super cas autour de Bureau Vallée. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors Bureau Vallée, c'est fourniture de bureaux, etc. Une offre assez large, c'est 350 magasins. On travaille pour eux en France et à l'international. Et ils sont très, très innovants sur ces sujets-là. C'est-à-dire que Bureau Vallée, vraiment, ils testent tout ce qu'il est possible de faire digital. Je vous invite vraiment à suivre leur strat sur LinkedIn. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? On reçoit des flux de données de magasins. On référence ces magasins sur là où on cherche des points de vente. Donc, on gère leur store locator et toutes les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça, j'ai envie de dire, quasiment tous les acteurs ont l'impression, tous les réseaux ont l'impression de le faire. Sauf que il faut aller beaucoup plus loin sur ces thématiques-là, avoir un vrai travail sur ces attributs, communiquer sur le fait de faire du drive, par exemple, sur les descriptions. Je sais que Bureau Vallée également commande très souvent des Google Posts pour animer ses fiches sur Google. Ils ont pensé, et c'est le petit screenshot que vous avez ici, aussi à exploiter le lien avec leur gamme produits sur les fiches Google My Business. Bref, ils arrivent à saisir toutes les opportunités qu'il est possible de saisir sur Google et sur Facebook. Deuxième étage de la fusée, ils utilisent en fait notre solution SaaS pour comprendre les analytics, ce qui génère le plus d'appels, les régions à la traîne, l'évolution de la note moyenne et l'évolution aussi des critères potentiellement de satisfaction et d'insatisfaction. Puisque vous le savez, tous les canaux de visibilité, aujourd'hui les gens s'expriment, laissent des avis. C'est à la fois des plateformes Drive to Store, mais aussi d'animation en fait de sa clientèle et de fidélisation. On a souhaité aussi aller encore plus loin avec ce client puisqu'ils vont tester un produit de benchmark, c'est-à-dire de restitution en fait de la note des petits concurrents par région, par point de vente, etc. Donc, il va consister à aider le local et le central à bien comprendre là où ils sont très forts en termes de réputation locale et là où potentiellement ça pêche un petit peu plus. Et on va également déployer de la collecte d'emails et d'avis via des cartes à gratter en magasin. Donc, c'est par ailleurs qui le font également, et ça c'est aussi un des points que Cédric vous a décrit dans l'infographie sur Drive to Store. Ils font également des AdWords locaux, du retargeting display. Ça, c'est d'autres sujets qui ne sont pas couverts avec nous. Mais bref, c'est vraiment le bon élève qui exploite la quasi-totalité des dispositifs Drive to Store. Et en tout cas, sur les sujets de géolocalisation et de notoriété locale. Et évidemment, quand on fait en sorte de bien faire les choses, il y a des statistiques et des résultats qui sont extrêmement probants. Si on regarde sur 6 mois, cette année versus l'année dernière, on a essayé de prendre des périodes un peu de confinement, un peu de pas de confinement, etc. pour être le plus objectif possible. Eh bien, on a réussi à gagner 172% de visibilité sur les fiches Google My Business, près de plus de 70% de visibilité sur les pages locales, donc sur les pages magasins du Store Locator, et plus 147% d'appels téléphoniques. Donc, on est vraiment sur un sujet de visibilité digitale locale, cette vitrine digitale dont on parle souvent, mais qui se concrétise vraiment sur des leads beaucoup plus nombreux envoyés dans le réseau. Voilà, donc un réseau à suivre qui teste vraiment tout ce qui est pertinent aujourd'hui dans ce domaine-là. Merci Dorothée, un beau use case de la part de Bureau Vallée
bien accompagné effectivement par les équipes de Dorothée. Encore une fois, si vous avez des questions d'ailleurs sur ce use case ou sur les différents use cases qu'on va dérouler, n'hésitez pas encore une fois sur le chat à les poser, on y répondra par la suite. Alors tu l'as dit Dorothée, en fait finalement on ne peut pas traiter l'ensemble des sujets du Drive to Store, on est obligé de travailler parfois en collaboration et là on va nous montrer un bel exemple de collaboration parce que Olivier va nous présenter le sujet Besson, le use case Besson sur lequel l'équipe de Squad Data a aussi participé, donc Edmond prendra la main par la suite. Mais et Olivier, est-ce que tu peux nous poser un peu le contexte et nous présenter le sujet Besson, comment ça a été travaillé? Oui, tout à fait. C'est le groupe Besson, c'est 220 magasins, notamment dans la hors Paris. Il y a beaucoup. C'est une enseigne qui est dans les zones d'activité, des grands formats. Ils vendent de la chaussure. C'est sur des magasins qui font entre 400 et 1200 mètres carrés. C'est une enseigne très dynamique qui ouvre beaucoup de magasins et en réalité, justement, le business case s'adresse aux ouvertures de magasins. Ces derniers temps, EFI-Local, on a monté une plateforme pour faire des campagnes ads pour je dirais, des points de vente. Ça s'adresse aux franchises et aux grandes enseignes. Et du coup, l'idée, c'était la problématique de Besson, c'était d'avoir des campagnes digitales pour les ouvertures de magasins. Donc, effectivement, c'est un groupe qui va plutôt très bien. Donc, cette année, ils ont ouvert plus de 16 magasins. Je crois que c'est quelque chose qui est à identifier parce que cette année, peu d'enseignes ont ouvert autant de magasins en France. Et nous les avons accompagnés grâce à la plateforme que nous avons mis en place, c'est-à-dire que la plateforme permet de dupliquer des campagnes sur d'autres villes. On est vraiment dans la chirurgie locale et du coup, le service marketing de Besson travaille des visuels. Nous, on a travaillé les audiences, on les a mis sur la plateforme et à tout moment, le point de vente ou la responsable d'enseigne peut voir les statistiques en temps réel. Alors, le cas de Besson pour l'ouverture, c'était de dire nous avons un budget quand même assez conséquent pour l'ouverture de magasin. Au début de l'année, c'était de l'ordre de 10-12 000 euros, tous canaux confondus, même avec la PQR, la radio et l'affichage. Et en réalité, on s'est rendu compte très vite que on a basculé de plus en plus à des campagnes totalement digitales grâce à la plateforme sur 4 leviers qui sont Waze, puisqu'on est branché directement avec Waze avec la plateforme, sur Facebook, Instagram, Google et Google Display. Donc, c'est de par les commandes que nous avons eues et le transfert de budget, évidemment, les résultats ont été significatifs par rapport aux médias traditionnels. On a même fait du SMS acquisition et Edmond, tu vas décrire la campagne. C'est la scale d'après. Merci. À tout. Je reviens. Merci Olivier. Oui, dans l'exemple Besson, effectivement, on est sur le online avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque mois, de visiteurs uniques. On sait que 90% des gens se renseignent avant de commander. On sait aussi que le taux de conversion sur un site est 2,9 en moyenne en France. Et donc, comment reconnaître ces visiteurs? Donc, avec une technologie de retargeting par email ou par SMS, eh bien, vous pouvez faire revenir votre visiteur sur le site, mais vous pouvez également tout simplement faire du drive to store avec de la simple relance SMS et donc générer du trafic magasin, informer comme là, c'est le cas pour Besson Chaussures, où on leur propose de se rendre très vite soit sur le site, soit directement en magasin. Voilà. Donc, les SMS, c'est 98% de taux d'ouverture. Donc, c'est un puissant levier, effectivement, de conversion simple à partir du moment où on s'est inquiété d'acquérir du trafic sur son site. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit la nécessité de
de travailler sur différents canaux. Olivier a parlé des réseaux sociaux, du ads, du référencement, et Edmond nous présente effectivement le SMS. Je sais qu'elle a aussi d'autres use cases sur l'email. Vous pouvez pas tout présenter, mais effectivement, on voit qu'il faut être présent sur l'ensemble de ces canaux et peut-être avec une granularité en fonction des magasins. On y reviendra peut-être d'ailleurs par la suite. Il y a un autre use case qui était intéressant de vous présenter, qui touche la GSA. Aujourd'hui, les grandes surfaces alimentaires sont les sociétés qui distribuent le plus de prospectus. On voit par exemple qu'il y a une nécessité aussi aujourd'hui, de par les projets de loi et la partie RSE qui est de plus en plus prônée par les consommateurs et demandée par les consommateurs. Donc les enseignes ont une nécessité à digitaliser le prospectus. Et la question des enseignes, c'est toujours le côté un peu frileux de se dire mais est-ce que si j'arrête mes prospectus, mes promotions vont toujours fonctionner? Alors on peut constater que oui. Par exemple, Casino sur la période du confinement a dû digitaliser l'ensemble de ses prospectus puisqu'il n'y avait plus de distribution de prospectus en boîte aux lettres et ça leur a quand même permis de toucher 16 millions de personnes, avoir un volume de consultation de 3,6 millions de personnes. Et les gens ont passé quand même du temps sur ce prospectus à le regarder. Et surtout, ce qu'on peut constater, c'est que le chiffre d'affaires a progressé de 15% sur les encartés. Et le coût de consultation est finalement 3 fois plus faible qu'un coût de consultation physique. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pertinent pour une enseigne finalement de digitaliser par exemple son prospectus, ou en tout cas ses communications. Après, reste à affiner de manière locale, point de vente par point de vente, quartier par quartier, peut-être la pertinence de faire du digital ou du print, parce qu'on sait qu'il y a dans certaines villes ou secteurs, c'est intéressant de distribuer encore en print, et dans d'autres secteurs, si on prend l'Île-de-France par exemple, effectivement, la partie digitale prend largement le pas, et on peut se couper aujourd'hui presque du prospectus. Mais ce qu'on aurait tendance à conseiller, c'est de toujours travailler l'ensemble des canaux, comme je le disais tout à l'heure. La partie print reste un média qui fonctionne bien, mais il faut le compléter avec la partie digitale. Et en plus, en cas de crise ou d'événement majeur ou de non-distribution d'un prospectus, le digital a cette capacité à réagir vite et pouvoir combler ce manque de distribution. Et c'est donc un bon use case que l'on a avec le groupe Casino sur le sujet. Alors maintenant, quelles sont les étapes clés? On a compris que finalement, il faut avoir une stratégie de Drive to Store. Il y a beaucoup d'acteurs. On commence à comprendre un peu quels acteurs sont dans quelle catégorie. Mais finalement, est-ce que je dois travailler tout de suite mon achat média et choisir quel espace sur lequel je dois être? Est-ce que je dois cibler des profils? Comment je structure et quelles sont finalement les bonnes pratiques? Dorothée, est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question que je me pose? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de technos possibles, d'acteurs qu'il est possible d'envisager. On converge tous là autour de la table sur une reco qui consiste à vous inciter, et c'est bien de le marteler toujours, à consolider les fondamentaux. On en a identifié 3 principaux qui sont vraiment les étapes clés, qui sont le socle avant de pouvoir imaginer le reste que vous décrira Cédric. Ces étapes clés fondamentales et le socle, ça va vous éviter d'avoir une stratégie Drive to Store en mode un peu panier percé. J'y viens. Donc, le premier fondamental déjà, c'est assurer une expérience d'achat fluide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des moyens de paiement diversifiés sur place. Ça veut dire avoir un stock partagé, par exemple. Ça veut dire, ça permet en fait d'éviter des écueils du type je fais une communication sur une robe noire à côté de telle boutique et une fois que la cliente ou le client arrive en boutique, on lui dit ah mais cette robe, en fait, la promo n'est plus disponible dans notre boutique et 2, de toute façon, on n'en a pas en stock. Et à la question qui vient après, est-elle dans le stock de la boutique d'à côté ou sur le site e-commerce? Si la marque n'est pas capable de répondre à cette question qui permet de sauver quand même la vente, là, on parle vraiment de panier percé. Donc, tous ces enjeux-là, déjà, autour d'avoir une expérience d'achat absolument fluide. Ensuite, c'est très important, vous déployez tous d'énormes efforts en ce domaine, mais c'est vraiment un socle fondamental, c'est avoir un programme de fidélité omnicanal. Être extrêmement bien reconnu sur le site parce qu'on a acheté il y a 6 mois et ne pas être connu dans le magasin dégrade fortement l'expérience et finalement les performances Web to Store. Le 3e pilier, c'est être bien référencé. Donc là, pour le coup, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la notoriété locale, le référencement local. On voit encore trop d'acteurs qui essayent de créer des campagnes sans avoir consolidé ce socle-là. Ça peut mener à quoi? Ça peut mener, par exemple, à de gros budgets dépensés sur Waze pour emmener des gens
en fait, à 1 kilomètre de là où est le magasin en réalité. Ça peut donner lieu aussi à des cas où on va faire du display, du retargeting, du SMS pour renvoyer vers une boutique, sauf que cette boutique-là, le dimanche matin, elle n'est pas ouverte, contrairement au reste du réseau. Donc, là encore, on se retrouve dans les configurations dites panier percé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assuré d'avoir la bonne base de données et un référencement local homogène et avec une base de données quasiment temps réel en fait sur quel magasin dispense quoi comme service, quels sont ses horaires d'ouverture et où est sa géolocalisation précise. Donc avant d'imaginer en fait les dispositifs d'après, c'est pas un ordre de priorité, c'est vraiment un ordre chronologique, c'est s'assurer que tous ces dispositifs là qui sont peut-être gérés par d'autres services que ceux de nos interlocuteurs là aujourd'hui, sont bien opérés parce que sinon en fait vous allez tout simplement dépenser beaucoup de budget pour un résultat assez médiocre. Donc, les étapes d'après, une fois que ce socle est bien consolidé, on peut passer à une stratégie de Direct to Store plus orientée médias et promo que va vous expliquer du coup Cédric. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, il faut donc une fois qu'on connaît bien son réseau et voilà qu'on est bien référencé, les adresses sont bonnes et on n'envoie pas le client sur une mauvaise adresse ou sur un point de vente fermé. La stratégie d'après, c'est de commencer à affiner. Donc l'idée, c'est d'aller travailler de manière plus fine et donc de faire du test and learn, en choisissant différentes technos, différents espaces pour essayer de voir et trouver le meilleur compromis, la meilleure performance possible. Donc ça nécessite aussi d'allouer des budgets dans l'achat de médias, mais également dans la promotion, puisqu'il faut, on sait aujourd'hui, pour faire venir quand même un consommateur, ça passe souvent par de la promotion. Alors la promotion peut passer par du gaming, elle peut être gamifiée pour que ça passe moins sur un affichage moins 50 ou autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le consommateur ait un intérêt pour qu'il puisse se déplacer. Et donc la promotion reste quand même le levier qui fonctionne le mieux. Mais après, effectivement, il faut travailler une fois qu'on est bien référencé sur ce ciblage, tester différents canaux, différents supports. Et dans ces cas-là, on arrive après à mesurer aussi les campagnes et réarbitrer et avancer de manière plus fine sur sa stratégie. Et pour nous, c'était les bonnes pratiques qu'on pouvait vous conseiller en tant que professionnel. Et bien évidemment, on pourra en reparler par la suite si vous avez des questions là-dessus ou même sur des rendez-vous. Sur les KPI, alors aujourd'hui, donc on voit, ok, on a compris, il faut être bien référencé, on commence à mener des opérations un peu plus fines, mais finalement, c'est assez nébuleux, on a du mal à voir ce que ça génère. Parfois, certains directeurs de réseau, directeurs de magasin nous disent la campagne, elle a super marché, il y avait plein de monde dans le magasin, c'était top. Finalement, est-ce que c'est lié à cette opération digitale? Est-ce que c'est lié au produit? Voilà, on a du mal à mesurer. Et là-dessus, Olivier, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes ou quelle est l'information que tu souhaiterais apporter sur la partie KPI? Bon, vous l'avez tous bien compris, c'est la partie la plus complexe. Comment appréhender des campagnes Drive to Store et comment avoir des KPI. Effectivement, actuellement, il y a beaucoup de métiers, de technos qui permettent d'avoir une vision et il faut en tenir compte. On parle de bid, de SDK, de beacon. Effectivement, il faut regarder ça, les taux de clic. Donc, c'est, je dirais, encore complexe, mais c'est très important d'observer et évidemment les KPI. Il faut essayer de les déterminer. Alors, moi, je dirais que dans un premier temps, il y a des KPI qui sont extrêmement finalement important, c'est les KPI que vous pouvez avoir sur les fiches GMB, le taux de découverte, le taux de clic, le taux de l'itinéraire, les appels téléphoniques, ça c'est concret, je dirais. Et après, il y a toutes les solutions qui permettent qu'on a évoqué tout le long du webinaire pour évoquer un peu comment on peut avoir les meilleurs KPI. Je tiens à préciser que le retail, on fait du commerce, donc c'est quand même quelque chose qui est les gens, le commerce physique, c'est l'humain, c'est les échanges, et donc il faut faire attention quand même que l'expérience client reste optimale. Et pour ce, tant que nous n'avons pas tout le tracking nécessaire et de façon très fluide, il est
il serait bien d'avoir des tests, des A/B testing, en fait, un tas de choses dont on va nous parler Dorothée. Alors effectivement, il faut pas s'arrêter à la mesure de combien mon opération ou mes budgets liés au référencement local ou à mon e-réputation locale, etc., a déclenché de ventes en magasin, parce qu'il y a encore certains cas où c'est pas possible de rapprocher un dispositif Drive to Store de un nombre de ventes en magasin dans ce magasin précis, etc. Pour autant, alors il faut pas s'empêcher du coup de faire d'enclencher ces dispositifs parce qu'ils sont nécessairement positifs, mais on vous incite du coup à avoir une démarche extrêmement pragmatique et de plutôt essayer de mesurer l'évolution des leads à défaut de l'évolution des ventes réalisées en magasin. En reprenant l'exemple d'Olivier, c'est l'année dernière, quel était mon nombre d'appels moyens venant de Google My Business? Est-ce qu'il a évolué positivement? Est-ce que les promos que je diffuse sur mon store locator ou sur des plateformes dédiées ont été plus cliquées, etc. Bref, se fixer aussi des KPI qui sont accessibles pour vous, pour les voir évoluer dans le temps. Puisqu'effectivement, le Graal du rapprochement et de l'attribution avec de la mesure de vente en magasin n'est pas toujours accessible. En revanche, il y a un certain nombre de KPI chez tous les acteurs qui sont beaucoup plus faciles déjà à adresser. L'autre recours effectivement qu'on a, c'est de vous autoriser vraiment à faire de l'échantillonnage, de couper la France en X régions, de travailler par morceaux de service, de travailler avec des champions digitaux en local, ceux qui sont un petit peu plus formés aux sujets digitaux, et voir comment ça fonctionne et de comparer ça avec une démarche statistique, en fait, tout bêtement, à ce qui se passe dans le reste du réseau. Donc, c'est vraiment du test and learn et de l'échantillonnage. Et ça vous permettra déjà de vous faire une bonne idée sur ce qui marche moyennement et ce qui est un échec au sein de votre réseau. Donc, je relaisse la main à Cédric, puisqu'on a parlé de plusieurs typologies de KPI, en tout cas qu'il ne fallait pas forcément se contenter d'espérer la mesure de la vente en magasin rapprochée à la bonne personne, tel produit et tel dispositif en amont. Ça n'arrivera pas dans la plupart des cas. Par contre, il y a plein d'autres KPI qu'on peut aller chercher pour mesurer ses performances. Oui, tout à fait. Alors, on voit aujourd'hui que c'est des sujets qui évoluent extrêmement vite. Des sociétés justement spécialisées dans le tracking, il y en a de plus en plus et qui permettent justement d'aller dans l'attribution de la vente avec un clic, une vente, on la mesure. On reconnecte finalement ce monde du digital avec ce monde du commerce physique qui est un monde déconnecté. Et en tout cas, ce qu'on peut aujourd'hui, on peut classer les KPI peut-être en 3 catégories et c'est peut-être par ça sur lequel on peut commencer aujourd'hui, c'est le KPI média. Donc, la partie média, c'est le taux de clic, temps passé, taux d'ouverture, etc. On a la partie KPI trafic, sur lequel on peut utiliser notamment des données de géologues, etc., qui permettent, via des panels aussi, de se dire que finalement, j'ai généré plus de trafic grâce à mon opération par rapport à si je n'en avais pas mené ou si les gens n'avaient pas été exposés. Et puis ensuite, il y a les KPI de vente, sur lesquels vous-même, vous pouvez avoir accès en tant qu'enseigne via vos performances que vous pouvez mesurer ou sur vos encartés. Et puis après, certaines sociétés, encore une fois, peuvent vous accompagner sur ces sujets pour mesurer de manière plus détaillée l'impact d'une publicité digitale sur les ventes en magasin. Alors en conclusion, si on doit retenir finalement la stratégie et comment, en tant qu'enseigne, je dois mener une opération Drive to Store. Donc on l'a compris, c'est pas une seule personne qui va mettre en place une opération Drive to Store. C'est un sujet qui touche finalement tout le monde. La personne qui gère le e-commerce, la personne qui va gérer la partie réseau, le magasin en local, la personne qui gère le trafic, etc. Donc finalement, l'idéal, c'est plutôt de constituer une task force et de se réunir et de travailler sur une stratégie en y mettant finalement en mutualisant les moyens et travailler de manière cohérente. S'assurer déjà de ne pas aller trop vite et de commencer par les fondamentaux. Donc, je référence comme il faut mes magasins, je fais en sorte de bien connaître mon réseau. Je fais peut-être par exemple de l'échantillonnage en choisissant certaines catégories de magasins, certains profils, certaines régions pour apprendre un peu et mettre en place tout doucement ces dispositifs. On n'est pas obligé de démarrer tout de suite avec une action nationale où on engrange des énormes budgets et sur lequel on se met quand même en risque sur la performance. Et puis ensuite, l'idée, c'est quand même aussi de vous faire votre propre idée. Nous, on vous a donné une panoplie d'acteurs présents aujourd'hui sur cette carto qu'on va vous fournir, mais il y en a peut-être d'autres et surtout, même parmi ces acteurs, l'idée, c'est peut-être après, ensuite, de les rencontrer.
on a dit, il y a des technos, il y a des systèmes de promotion, il y a des moyens de paiement, etc. Il faut rencontrer finalement tous ces acteurs pour peut-être mieux se rendre compte aussi de jusqu'où ils peuvent aller et vous accompagner, et donc trouver finalement l'acteur qui va vous accompagner maintenant et dans le futur. Et puis ensuite, il y a une partie mesure. Voilà, toute action doit être mesurée. On le sait, il y a un impératif de performance, et donc ça nécessite de mesurer. Donc, on l'a dit juste avant, on va regarder quelques KPI clés et apprendre en avançant et améliorer ces KPI, donc réarbitrer ces budgets médias. Donc, nous allons terminer la présentation du webinaire. Je remercie encore une fois Olivier, Dorothée et Edmond de m'avoir accompagné et présenté l'ensemble de ces sujets. Maintenant, on va peut-être passer aux questions-réponses. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat quelques questions. On avait notamment une question sur les marques. Alors, les marques, je vais vous la lire comme ça. Les marques souhaitent être de plus en plus en contact avec le consommateur final. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour mettre en place des actions Drive to Store? Alors oui, effectivement, les marques ont aussi un sujet d'être en contact avec le consommateur direct. Et donc les marques sont vendues en magasin. Donc effectivement, il faut mettre en place des opérations. Donc ça passe par une promotion, l'utilisation d'une data qui peut être d'ailleurs la data du retailer, et puis ensuite une mesure commune pour avoir un retour de la performance de la campagne. Parce que parfois, les marques n'ont pas forcément l'information du nombre de ventes qui ont été générées grâce à cette promotion. Donc il y a cette nécessité en tant que marque de se rapprocher aussi de son distributeur et de rencontrer un acteur ou plusieurs acteurs qui vont les accompagner et pour mettre en place des opérations Drive to Store. Je ne sais pas si parmi les intervenants, vous aviez peut-être aussi un complément à apporter sur cette question-là. Oui, effectivement, nous, chez Evermaps, pour le coup, on voit vraiment arriver cet intérêt des marques. Alors, à la fois pour générer du trafic et aussi pour récupérer de la data et avoir un peu plus la maîtrise de la base, de la donnée, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes en ce moment sur non pas des store locators, donc je présente mes points de vente, mais du product locator. Où là, l'enjeu, c'est sur le site d'une marque, représenter les distributeurs les plus proches, et là on peut s'amuser à faire plein de trucs, à pondérer les résultats. Enfin, il y a un degré de complexité en fait dans le product locator qui est haut. Il peut y avoir de la promo à exercer en magasin dessus, etc. Et donc c'est une tendance effectivement assez lourde qu'on voit sur nos métiers en tout cas. Ok, merci Dorothée. On avait également une autre question en période de confinement. Pourquoi mener un projet Drive to Store? Bon, j'attendais cette question autour du sujet Covid. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Olivier, peut-être, ou Edmond, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Pourquoi mener un projet Drive to Store, enfin une action Drive to Store pendant le confinement? Oui, c'est vrai que c'est évident. Pendant le confinement, les informations des points de vente, c'était crucial. Donc, il fallait évoquer ceux qui fermaient, ceux qui ouvraient, les mesures qu'on avait prises dans les magasins. Et nous, avec Effilocal, effectivement, dans toutes les enseignes avec lesquelles on travaille, on a beaucoup travaillé pour mettre en place les dispositifs que vous permettez le digital. On pouvait mettre en place un collègue directement sur Google. On pouvait mettre en avant des produits, on pouvait mettre en avant des services. Donc, en période de Covid, c'est là où on a vu qu'il y avait je dirais, la nécessité d'avoir tous les points de vente bien maîtrisés sur le digital pour communiquer et répondre aux avis, aux messages des consommateurs. Il est évident que quand on a 1 heure pour faire ses courses, si dans la fiche Google, qui est celle que vous avez vue, les horaires sont fausses, effectivement, le consommateur peut être très énervé. Donc, effectivement, on a vu toutes les enseignes vraiment s'acharner pour avoir de la donnée précise, bonne, pour ouvrir, pour fermer. Et je peux vous dire que ces 3 derniers jours de la semaine dernière, on a été happé par les vagues d'ouverture horaires, etc. pour toutes les enseignes et tous nos clients. Donc effectivement, en période de Covid ou en période de changement, je dirais, de situation, il faut être agile. Et pour être agile, il faut effectivement
avoir en main ces bases de données, notamment sur le net. Oui, d'ailleurs, on a connu 2 périodes de confinement. Le premier, pour moi, a été un peu la nécessité pour les retailers de s'adapter et de réagir vite à une situation qui était inédite et inattendue. Donc, on a vu, là, on essaye tout de suite de trouver les meilleures solutions possibles. Le deuxième, on voit que ça a été mieux préparé. Justement, comme l'a dit Olivier, certaines bases ont été reprises et ça a permis de construire le fameux socle et mettre en place vraiment, voilà, bien connaître son réseau, bien le structurer. Et on voit cette fois des actions beaucoup plus stratégiques. Déjà, pardon Cédric de te couper, mais on a vu déjà des automatismes. Exactement. Et là, et ça, c'était effectivement, c'est assez impressionnant de voir comment tout le monde a pu s'adapter. Et nous, prestataires, effectivement, on a pu. Voilà, t'as complètement Olivier, il y a vraiment cet enjeu où on a vu que la plupart des enseignes avaient décidé d'industrialiser ces fameux socles-là dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un deuxième élément, c'est que tous ces canaux Drive to Store sont faits pour, à court terme, générer du trafic vers les magasins, mais aussi à long terme, en fait, c'est un canal d'interaction avec la cible. Et même si les magasins étaient fermés, il restait tous ces canaux finalement pour communiquer sur ces nouveaux produits, pour communiquer sur ces valeurs, pour communiquer vraiment sur comment allaient se passer les réouvertures, etc. Et on a vraiment vu, alors sur Google My Business, l'exemple que tu prenais, ça se situe au niveau des Q&A aussi, qui ont continué à beaucoup vivre, y compris sur des verticales où les boutiques étaient censées être fermées. Et donc, il y a vraiment eu cette exploitation des canaux Drive to Store, même pour ceux qui étaient complètement fermés, sous forme de moyens d'interagir avec la cible. Et on va en garder du coup plein de bons réflexes pour la suite, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, on a une question aussi de Marie-Sophie. Comment faites-vous pour déterminer le meilleur canal print digital, par exemple, lors de sélection de zones géographiques, dans l'exemple de Casino tout à l'heure? Ça passe par l'analyse des campagnes. Donc, notamment, on peut accompagner le retailer dans l'analyse et quand on a accès, notamment, on a accès donc aux KPI médias, on a accès aux KPI de trafic et aux KPI de vente. On peut aller ensuite commencer à regarder quartier par quartier, finalement là où la performance a été la meilleure, et donc de choisir, faire du choix entre diffuser en print ou en digital. Et c'est quelque chose qui se construit dans la durée. C'est pas la première opération. On va faire 50% de print, 50% digital. Ça va être vraiment un accompagnement tout au long du dispositif, tout au long de l'année. Plus on va distribuer finalement en digital et print, plus on va mesurer et plus on va pouvoir commencer à arbitrer. Et donc, il y a des sociétés de conseil, notamment sur ces sujets, que vous retrouvez d'ailleurs dans la cartographie qui est produite, qui vous accompagne là-dessus. On a une question aussi de Jean-François qui nous remercie pour la présentation, merci, et qui nous demande comment les comparateurs de prix peuvent intégrer aussi les offres des magasins. Donc là-dessus, effectivement, ça nécessite une intégration technique pour faire remonter les prix et c'est vrai que c'est un enjeu puisque aujourd'hui, il faut avoir, on dit toujours la bonne promotion au bon moment, mais il faut aussi avoir le bon prix parce que si l'offre elle est moins intéressante en magasin qu'en ligne, forcément, la vente va certainement s'opérer en ligne. Mais peut-être que Edmond ou Dorothée ou Olivier, vous souhaitez compléter et répondre à Jean-François. L'idée, c'est que effectivement, de toute façon, plus on est organisé, je dirais, plus on peut pousser les bonnes offres avec le bon produit sur le site internet, sur le store locator et sur le magasin. Donc effectivement, il y a des prestataires qui le permettent. L'idée, c'est toujours pareil, il faut avoir la bonne data, organiser les flux. Et oui, la réponse est oui. Si on peut faire du granulaire pour les points de vente, effectivement, il y aura forcément un résultat. Tout à fait. On a aussi une question sur le Black Friday, question tout à fait pertinente également.
Donc, je reprends les deux messages et je vais essayer de les scinder et d'en faire une seule et même question. Grosso modo, Noëlla nous demande si on voit que le Black Friday affiche des records avec Amazon, les sites e-commerce, etc. Et la question que je pose, c'est est-ce que finalement on commence à avoir aussi une synergie avec la partie Drive to Store, enfin avec les magasins. Est-ce que les magasins bénéficient, j'imagine, ça doit être la question du Black Friday avec notamment tout ce qui est click and collect. Là-dessus, est-ce que vous souhaitez, qui souhaite éventuellement répondre à cette question? Je peux peut-être essayer, mais j'ai vu des stats ce matin qui disaient que finalement, les grands gagnants du Black Friday, ça a été encore une fois les sites internet, et notamment Amazon, mais les sites internet en général, par rapport au local. Je crois que l'augmentation est de 11% et le Black Friday pour les commerçants, avec le fait d'avoir changé et enfin, le confinement a été plutôt de moins 20%. C'est les statistiques que j'ai vues ce matin. Mais il est évident que dans les statistiques génériques, il y a les grands gagnants et les perdants. Et je pense que ceux qui ont eu une stratégie Drive to Store très fluide entre le site e-commerce et les points de vente, ils ont fait sûrement des performances comparables, je dirais, avec leur site internet. On n'a pas encore assez de données. Hein. C'est Black Friday, c'était il y a 3 jours. Et au cas par cas, on n'a pas les données. En tout cas, quand même, le point dont on peut tous se réjouir, c'est que une opération qui était vraiment brandée et identifiée comme étant un sujet e-commerce, et enfin, le retail s'en est vraiment emparé, et les points de vente physiques, le relais, essayent aussi de capitaliser dessus. Là, on était quand même dans un contexte un peu particulier où les boutiques venaient de réouvrir. Enfin, c'est compliqué du coup de saisir toutes les opportunités, mais on voit bien quand même que on a nettement progressé dans la capacité à penser omnicanal et notamment ces gros temps forts. Donc là encore, pour l'avenir, c'est quand même une belle étape qui est franchie. Évidemment, c'est toujours plus facile pour les réseaux où il y a une espèce de panier commun finalement, et que ce soit une vente e-commerce ou que ce soit une vente magasin, tout le monde va être incentivé dessus. C'est pas encore le cas dans toutes les organisations. Hein. Il y a encore parfois, en effet, vases communicants et du conflit d'intérêts du coup. Mais on rencontre vraiment beaucoup de réseaux qui ont réussi à régler cette question-là et de faire converger tous les intérêts. C'est vraiment le discours qu'avait Edmond tout à l'heure. Il faut qu'il y ait vraiment une convergence des intérêts. Et petit à petit, tout va se mettre en œuvre positivement, y compris autour de sujets qui étaient d'habitude très estampillés e-commerce. Ok, merci. Merci Dorothée. On a aussi une question de Alexis, donc qui nous dit, si j'ai bien compris, vous êtes partisan d'une stratégie visant la simplicité et l'efficacité plutôt que le recours au surarmement technologique que parfois certaines personnes ou beaucoup de monde revendiquent, alors que c'est pas toujours maîtrisé de son point de vue. Du coup, il nous demande est-ce qu'on est plutôt partisan d'une stratégie de surarmement techno ou finalement la simplicité et l'efficacité. Edmond, peut-être, j'aimerais bien t'entendre parce que à la limite tu es une actrice au niveau technologique sur la partie Drive to Store. Est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question? Oui, oui, ça a été notre démarche. En fait, Alexis nous a bien compris. Hein, c'est de, favoriser le test étape par étape pour favoriser le local. Même si, le online, représente à 2,9% de conversion en fait en e-commerce. Malgré tout, il lui faut énormément de visiteurs, probablement plus que ne peut en accueillir un seul magasin, et c'est normal puisque lui il est dans le local, mais cette convergence en fait va permettre de favoriser le local grâce au online. Et est-ce que on ne veut pas se surarmer technologiquement? Je vais y arriver. Non, mais en revanche, il y a quand même des best practices qui demandent à passer par le marketing digital à mort, comme nous l'ont expliqué Dorothée et Olivier. Ensuite, pour les conversions, il y a plein de possibilités. Moi, quand je parle du retargeting par SMS, une simple offre dans le SMS change tout au tracking de mesure. Et sans véritablement d'outils, on est dans la vente pure et concrète.
Donc, mais ce n'est qu'un petit volet avec un fort potentiel héroïste. En revanche, il n'est pas suffisant parce que d'abord, il faut acquérir du trafic. Et avec moins de franglais, oui, il va falloir qu'on travaille plus, hein, Olivier, Dorothée, Olivier Edmond. Ah là là. J'ai mangé la langue déjà pas mal de fois, moi. Hein. On n'a pas été au top là-dessus. On fait des efforts. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bon. J'ai envie de rajouter juste une petite chose par rapport à la question d'Alexis. C'est que notre idée aussi, c'était de dire, il faut pas forcément attendre d'avoir 100% de pouvoir mesurer à 100% les résultats pour s'empêcher de faire déjà du drive to store. Parce il n'y a pas de modèle vraiment très abouti. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que dépenser du budget média sur le drive to store, c'était une très bonne idée. On a vu le cas Besson. Et je dirais encore une chose, c'est que on s'aperçoit que sur les enseignes en France, c'était notre slide numéro 2, je crois, 10% du chiffre d'affaires est fait sur le online et le reste sur les points de vente. Il faudrait aussi que le budget, pour bien mettre en compétition les deux supports, quoique il n'y a plus de compétition puisqu'on essaye de les harmoniser, mais effectivement, il faut avoir une stratégie marketing digital locale parce que pour aider les commerces. Tout à fait. Merci Olivier. Et donc juste pour compléter la question aussi de Marie-Sophie sur la digitalisation des prospectus, oui, on peut faire de l'analyse point de vente par point de vente automatisée. Ça existe maintenant. Il y a des plateformes qui permettent notamment de faire cette analyse. Alors merci à tous, merci à tous les participants pour ce webinaire. Merci à Dorothée, Edmond et Olivier de m'avoir accompagné pour vous présenter finalement notre travail de plusieurs semaines, plusieurs mois sur ça. Donc on voulait essayer de vous aider un peu à préparer cette stratégie Drive to Store. Donc le CPA, le collectif du marketing à la performance, a souhaité travailler sur un atelier sur le Drive to Store. Encore une fois, toutes les idées que vous pourriez avoir ou les sujets que vous souhaitez faire remonter, vous êtes les bienvenus. On est prêt au contraire à travailler tous ensemble, et c'est vraiment l'objectif pour accompagner vous en tant qu'enseigne, mais aussi évangéliser ce marché. On sait que c'est un marché qui est en plein développement, il se passe énormément de choses, et on va devoir tous ensemble aller construire et travailler le Drive to Store. Le magasin a encore de belles années devant lui. Il faut justement les soutenir. En ce moment, il y a de belles initiatives qui sont mises en place par l'État et même par des associations. Donc voilà, il faut continuer de soutenir le magasin physique. En tout cas, c'est le message qu'on voulait faire passer. Et je crois qu'Edmond veut rajouter un petit point. Oui, on pourra se redonner rendez-vous l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on pourra ajouter de nouveaux acteurs pour la télé, hein. Tous nos visiteurs qui viennent de ce marché-là, qui vont pouvoir passer aussi directement en local. C'est une expérience formidable qu'ont déjà commencé certains acteurs, et on y a été autorisé depuis le mois d'août de cette année quand même. Donc ça va pulser aussi par là. Donc ça va être intéressant qu'ils rejoignent notre groupe, hein, nos travaux, pourquoi pas. Oui, qui est d'ailleurs plus nombreux que les personnes qui sont présentes. Hein. On a travaillé, il y avait d'autres sociétés qui étaient également présentes et qui ont participé à ce rendu. Voilà. Bon, en tout cas, alors merci à tous. Le webinaire est disponible aussi en replay si vous n'avez pas réussi à vous connecter en temps réel et au bon moment. Vous pourrez toujours revoir ce webinaire. Merci à tous et bon après-midi, bonne semaine à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir.